Un certain nombre d'entre vous ont reçu un mail de ma part il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, avec tout ce qu'on fait, avec un certain nombre d'éléments sur voilà les objectifs, etc. etc. Et l'idée était délibérément de laisser ensuite les groupes d'action s'emparer des différents objectifs, et les méthodes sont là, et ensuite ces deux groupes d'action d'eux-mêmes fonctionner de manière autogérée. Et je constate que spécifiquement en Bretagne, c'est en train de prendre, c'est ce qui est en train de se produire. Et donc, merci encore vraiment aux Insoumis des Côtes d'Armor d'avoir réussi ça, vraiment. Ensuite, effectivement, la députée Caroline Fiat ne peut pas être de nôtre ce soir. Elle voulait venir. Et d'ailleurs, elle m'a dit que d'avance, elle promettait que si on refait une réunion sur les enjeux de la santé avant la fin de la campagne européenne, elle sera des nôtres. Donc, je le dis, hein, on est filmé, ce sera diffusé, cochon qui s'en dédie, puisque, effectivement, on se débrouillera pour faire, ici ou ailleurs, une réunion à nouveau sur l'enjeu de la destruction du service public de santé par les politiques d'austérité qui nous viennent de la construction européenne. Donc on le refera, et cette fois-ci on l'aura, parmi nous, je veux dire. Et donc, pourquoi elle n'est pas là? C'est simple. Parfois il y en a qui vous disent je ne peux pas, j'ai piscine. Caroline Fiat vous dit quelque chose d'un peu plus sérieux. Je ne peux pas, j'ai motion de censure. C'est simple. Alors, important, avant qu'on entre dans le vif du sujet, important, pour que tout le monde soit bien au clair sur le fonctionnement de cette réunion. C'est une agora. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'aurez pas ce soir les sachants qui interviennent du haut de leur estrade et les gens qui écoutent passivement et qui auront peut-être à la fin 15-20 minutes pour pouvoir intervenir. Et encore, il y a un garde-chiourme qui arrive avec la baguette en train de vous dire « Vous posez des questions, hein, vous n'intervenez pas, surtout vous ne donnez pas votre avis. » Vous savez, c'est comme ça d'habitude. Pas ce soir. Ce soir, tout le monde peut prendre la parole, dès le début. Tous les intervenants sont à égalité. Tout le monde peut demander la parole et tout le monde peut demander la parole plusieurs fois. Et pour que ça fonctionne, il n'y a que deux règles. Un, rester dans le sujet. On est en train de parler de la destruction du service public de santé. Ici, et plus largement en Bretagne, et plus largement en France. Et la deuxième règle, c'est d'essayer de se limiter à 3 à 5 minutes par intervention, sachant que vous pouvez très bien reprendre la parole une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Voilà. C'est comme ça qu'on va fonctionner ce soir. Je vais commencer par nous débarrasser d'un certain nombre de mensonges qui nous pourrissent l'existence dans les débats sur la santé. Comme ça, on n'aura plus besoin de les traiter et ce sera quelque chose. Ce seront des nuages qui n'encombreront plus notre ciel. Et on pourra discuter du reste. Qu'est-ce qu'il y a ? Buzyn n'est pas ministre. Buzyn est ministre, malheureusement ce n'est pas un mensonge. Par contre, elle est elle-même une productrice très intensive de fake news, ça c'est vrai. Par exemple, nous investissons plus dans la santé aujourd'hui, c'est pas un mensonge. Elle n'a fait que rendre une partie du pognon qui a été pris à la santé en général et aux hôpitaux en particulier durant l'année écoulée. Alors, quelques points rapidement pour s'en débarrasser. Le trou de la Sécu. L'argument massu pour pouvoir déployer une politique antisociale dans nos hôpitaux, pour pouvoir raboter nos financements de la sécurité sociale dans la branche santé, mais pas que dans la branche santé, mais ce soir c'est de la santé qu'on parle. Le mensonge du trou de la Sécu. En quoi c'est un mensonge? Parce que il n'y a aucun rapport, entre les sources de financement de la sécurité sociale branche santé et ce qui produit des dépenses. Il n'y a aucun rapport entre ce qui produit des recettes et ce qui produit des dépenses. Et donc, présenter ça comme quelque chose qui devrait être à l'équilibre n'a absolument aucun sens. Je m'explique. De quoi dépendent les recettes de la sécurité sociale? Eh bien, elles dépendent de l'état de prospérité de l'économie française. Plus il y a de gens qui ont du boulot, plus il y a de gens qui cotisent, et qui payent par ailleurs d'autres prélèvements, la CSG, la TVA, etc. Tout ça concourt à financer la santé. Et donc, le financement de la Sécu dépend, des règles qu'on met sur qui doit payer quoi, et de l'état de prospérité de l'économie française. Ce qui n'a rien à voir avec qu'est-ce qui entraîne des dépenses de sécurité sociale branche santé, c'est simple. C'est les besoins de la population en termes de santé qui est, jusqu'à encore récemment, et pourvu que ça dure, un service public. On verra ce soir qu'il y a une tentative très violente, consistante, intensive
pour marchandiser le service public de la santé. Mais toujours est-il que, à l'heure actuelle, ce qui entraîne les dépenses de santé, c'est les besoins de santé de la population. Et donc il n'y a aucune raison, aucune, que ce soit spontanément à l'équilibre, et il n'y a aucune raison non plus que ce soit à l'équilibre en service public, par rapport aux dépenses et par rapport aux recettes. Parce que sinon, si tout service public doit être à l'équilibre, il faut fermer la police. La police ne dégage pas de recettes. Il faut fermer l'armée, etc., etc. C'est complètement absurde. Et je vous prends un exemple que je prends souvent, c'est Serge qui va être content, c'est les pompiers. Les pompiers, il y a un budget, ils sont financés par l'argent public, et puis il y a leurs activités. Leurs activités dépendent des besoins de la population. Les incendies, les gens qui ont besoin d'un service particulièrement urgent des pompiers dans des matières plus d'urgence sanitaire, etc. Et il arrive souvent, un peu partout en France, que ce soit en déséquilibre financier parce qu'il y a eu plus d'interventions que ce qui était prévu dans le budget. Ça arrive un peu partout en France. Pourtant, vous n'entendez personne parler du trou des pompiers. Vous voyez? Sauf dans d'autres circonstances, on ne parlera pas ce soir. Mais, vous y avez tous pensé. Donc, l'expression trou de la Sécu est une fiction. On met en regard deux choses qui dépendent de paramètres différents. Ensuite, le mythe de l'explosion des dépenses. En fait, ça fait des années que les dépenses de santé de la France sont stables à 11% environ du PIB. Donc quand on vous dit les dépenses explosent, c'est très anxiogène. C'est une légende. Nos dépenses sont anormalement élevées en France. C'est faux. En fait, on est dans la moyenne haute des pays riches européens. Donc on est à un niveau totalement normal par rapport aux autres pays. On est un peu au-dessus. Voilà, on est dans la moyenne haute. Donc il n'y a aucune raison valable de prétendre que nous serions particulièrement dépensiers en matière de santé. C'est juste pas vrai. Et il y a un pays où ils sont allés beaucoup plus loin que nous dans le sens de la marchandisation de la santé, à tel point que c'est le secteur privé qui prédomine, ce sont les États-Unis. Eh bien, aux États-Unis, en pourcentage du PIB, les dépenses de santé sont beaucoup plus élevées qu'en France, ce qui prouve que notre système, en termes d'efficience de la dépense, est en réalité meilleur que le leur. Sur l'idée que la sécurité sociale santé pour financer nos dépenses serait inefficace, vous savez, c'est mal géré, en plus, tout ça c'est du public, fonctionnaire, etc. Bon. Alors c'est faux, la preuve c'est que les frais de gestion de la sécurité sociale, pour la branche santé, sont en réalité moins élevés que ceux des assurances et des mutuelles. Donc c'est encore un mensonge. Vous entendez aussi souvent, ouais, mais si on a un problème de dépenses excessives, je vous ai déjà montré tout à l'heure que c'est débile de raisonner comme ça, dépenses excessives. Par rapport à quoi? Bon. Mais admettons, c'est parce que les gens abusent des urgences. Alors, doublement faux. D'abord, c'est pas que les gens abusent des urgences parce qu'ils aiment bien se présenter dans un service des urgences à 11h du soir, c'est leur loisir, vous voyez, c'est leur petit plaisir. Qu'est-ce que je fais ce soir, ciné ou aller aux urgences? J'hésite. Non. Bon. Les gens vont aux urgences simplement parce que soit ils ont objectivement une urgence médicale, et donc le service est fait pour ça, soit parce que dans un certain nombre de territoires, et je parle ici en Bretagne, où à peu près 40% de la population vit dans un désert médical, 40% de la population bretonne vit dans un désert médical, je le répète, plus de 40%. Bon. Dans ces situations-là, vous allez aux urgences qui vous servent de facto de dispensaire médical parce que vous n'avez pas de médecin disponible. Ou parce que le médecin est beaucoup trop cher pour vous. Et donc c'est pas par choix, c'est pas par tourisme médical qu'on va aux urgences. Par ailleurs, le poids total du budget des urgences de toute la France, ça pèse peanuts dans les dépenses totales d'assurance maladie, donc c'est absolument pas ça qui est un gros poste de dépenses d'assurance maladie, c'est pas vrai. Même raisonnement sur les fraudeurs, vous êtes au courant, on entend ça souvent, non mais la sécurité sociale, pour enchanter encore une fois, c'est à cause des gens qui fraudent. Voilà. Alors, pareil, le volume total des fraudes à la Sécu, enchanté, ça pèse quasiment rien par rapport aux dépenses totales d'assurance maladie. Donc présenter ça comme le truc qui poserait un problème financier est un préjugé, et c'est un mensonge, puisque c'est un préjugé. Bon. Par ailleurs, plus de 70% de mémoire de l'origine de la fraude à la santé, quoi. C'est pas les patients. C'est des hôpitaux, c'est des médecins, c'est des prestataires ambulanciers, c'est des trucs comme ça. Encore une fois, la part de fraude qui vient de patients
est vraiment, mais très largement minoritaire, et donc pourquoi nous culpabiliser avec ça, alors qu'en très large majorité, on n'y est pour rien. Autre chose, on doit de toute façon comprimer nos dépenses de santé. Parce que vous comprenez, la dette. Parce que la dette. Vous avez ce fameux argument, parce que la dette. Alors, pour info, et là je vous renvoie aux travaux notamment de Sabine Rubin et d'Éric Coquerel, qui sont les députés FI qui s'occupent plus particulièrement des questions budgétaires, ils ont présenté une proposition de contre-budget de la France Insoumise, et surprise, alors que nous avons la réputation, puisque nous sommes de gauche, c'est que nous sommes des paniers percés qui veulent dépenser dans tous les sens, nous surendettés, etc. On a présenté un contre-budget à l'équilibre. Comment on a fait? C'est simple, une fois que vous avez bien fini de racler complètement l'évasion fiscale, la fraude fiscale, etc., vous arrivez à un budget à l'équilibre. Or, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais dans notre budget à l'heure actuelle, il y a une partie, c'est même l'un des tout premiers postes de dépenses, qui consiste à rembourser nos dettes quand elles arrivent au fur et à mesure à l'échéance. Puisque chaque année, à l'heure actuelle, chaque année, on s'endette en plus, parce que, à l'heure actuelle, l'État dépense plus que ses recettes. Bon. Mais on fait ça depuis des années. Et les dettes qu'on contracte à telle année, il faut qu'on les rembourse en moyenne 8 ans plus tard. Donc chaque année, on rembourse une partie de nos dettes. Donc il y a une partie de notre budget qui est consacrée à ça, et c'est même l'une des premières catégories de dépenses du budget. Sauf que si, en raclant bien évasion fiscale, triche fiscale, etc., vous avez un budget à l'équilibre, d'accord ? Votre budget à l'équilibre, tous les ans, il continue à rembourser la dette alors que vous ne faites plus de nouvelles dettes. Et donc, tous les ans, en une dizaine d'années à peu près, vous aurez éteint la dette qui a été accumulée par le passé. Et donc, sans austérité, sans supprimer des postes de fonctionnaires, sans faire chier les gens avec ce qu'ils ont droit comme remboursement ou pas au niveau des médicaments, sans continuer à fermer des petites lignes, à fermer des agences postales, etc., sans faire tout ça, avec cette façon-là d'avoir un budget à l'équilibre, en une dizaine d'années, il n'y a plus du tout de dette publique en France. Donc cet argument-là aussi, qui nous culpabilise tous, est bidon. Bidon. Et enfin, j'ai gardé mon préféré pour la fin, responsabiliser le patient. Il faut responsabiliser le patient. Alors les mots ont un sens. Si on doit responsabiliser le patient, ça veut dire que c'est à cause des patients qui consomment trop le service de santé publique qu'on a trop de dépenses. Alors, on n'a pas trop de dépenses, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais en plus, il y a une donnée simple qui échappe aux propagandistes qui nous répètent ces choses-là, c'est que, il y en a deux. D'abord, on ne choisit pas de tomber malade. Vous imaginez, ils ont raison, je dois me responsabiliser en tant que patient. Cette année, je vais faire un effort, je ne vais pas tomber malade. C'est complètement con, vous voyez. Et la deuxième chose, il y a toujours, quand vous consommez une offre de soins, il y a toujours un médecin quelque part qui a signé une ordonnance. Donc par définition, ce n'est jamais le patient qui décide. Donc responsabiliser les acteurs de l'offre de soins, admettons, mais encore une fois, on n'est pas en dépense excessive. Mais de toute façon, l'expression responsabiliser le patient, puisque s'il ne signe pas les ordonnances lui-même, elle est en soi complètement débile. Voilà, donc je nous débarrasse de tout ça, comme ça c'est fait, et on va pouvoir parler de choses sérieuses, notamment la crise épouvantable qui est en train de se dérouler au CHU de Saint-Brieuc, mais je suppose qu'on est nombreux ce soir à avoir des choses à dire là-dessus. J'ai dit que c'est une réunion en démocratie directe, j'entends tenir parole, donc je reprendrai la parole à un autre moment dans cette réunion pour revenir sur d'autres points qui me semblent importants, mais passons tout de suite à une parole libre. Donc dites-moi qui souhaite prendre la parole sur quoi que ce soit lié à l'hôtel. Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Reynald et je suis retraité SNCF. Moi j'ai reçu, comme tous les ans, un document de ma mutuelle. Et cette année, j'ai un dossier complet sur l'automédication. Alors je me pose d'énormes questions parce que tous les médecins à qui j'ai bien pu parler de ça, ils m'ont tous dit l'automédication c'est quelque chose à bannir complètement, quoi. Alors comment est-ce qu'on peut accepter que les mutuelles ils aient ce type de comportement?
Ok. On se fait circuler et puis... on a le droit de se répondre les uns aux autres, hein, je précise. Parce que sinon on retombe sur sachant public et on ne veut pas ça. Moi je voudrais dire déjà, la camarade qui a présenté la réunion tout à l'heure a dit qu'il y a pratiquement tout le 22. Tout le 22 est représenté. Mais le 22 est bien plus nombreux que ça. Heureusement. Juste alors une remarque sur la santé. Moi je ne suis pas d'accord avec toi quand tu reprends le vocabulaire que j'entends. Quand tu dis quand on consomme des offres de santé. Ça me fait froid dans le dos. On ne consomme pas, on va soigner quand on a besoin d'être soigné. Ensuite, le concept d'offre de santé aussi, c'est horrible. Le dossier médical personnel, c'est un scandale financier aussi depuis presque une dizaine d'années. Les gouvernements successifs essayent de mettre en place un dossier médical personnel par l'intermédiaire de l'entreprise Atos. Là, si j'ai bien compris, il faudrait savoir comment on peut faire passer ça d'un service privé à un service public. Ce serait très intéressant, vous gagnez plein d'argent. Oui, bonsoir, je m'appelle Annie. Je voulais intervenir parce qu'on parle de responsabiliser les patients. J'ai eu une discussion intéressante avec mon médecin traitant l'autre jour aussi. La pression est mise sur les médecins aussi pour les responsabiliser. Et une pression d'autant plus forte que maintenant, même les employeurs portent plainte contre les médecins qui mettent des arrêts de travail. Par exemple, elle, ça lui est arrivé sur un burn-out lié au travail et l'entreprise a contesté son diagnostic. Donc là, on est arrivé quand même dans des excès énormes. On a vu aussi que les médecins en Côte d'Armor étaient solidaires de certains de leurs collègues qui étaient convoqués à la CEPAM. Je trouve que ça, c'est bien. Mais il n'empêche que renseignez-vous auprès de vos médecins. Vous allez voir les difficultés qu'ils ont eux aussi vis-à-vis de la CEPAM et des pressions qui leur sont mises pour qu'ils évitent de mettre et des arrêts de travail et qu'ils doivent justifier un tas de choses par rapport à la CEPAM. Bonjour, moi je m'appelle Mathieu, je suis infirmier à l'hôpital de Saint-Brieuc et accessoirement je suis aussi secrétaire général du syndicat CGT de cet hôpital et du département. Enchanté. Voilà, juste avant, peut-être que plus tard j'interviendrai, mais pour l'instant je voudrais juste savoir quelle est la situation insoutenable que tu évoquais tout à l'heure vis-à-vis de l'hôpital de Saint-Brieuc. Je voudrais savoir un petit peu ce que les gens ont comme information sur ce qui se passe à Saint-Brieuc en ce moment. Ça m'intéresse beaucoup avant de parler vraiment de ce qui nous approche aujourd'hui. Moi je vais simplement dans ce cas-là rendre compte de ce qui m'a été rapporté. Mai 2018, le président de la commission médicale d'établissement démissionne. Octobre 2018, 120 médecins, c'est-à-dire grosso modo les 3/4 de la CME, démissionnent de leurs tâches administratives. Alors ils continuent leurs activités de praticiens, mais ils démissionnent de cet organe, qui n'est pas n'importe quoi quand même, la commission médicale d'établissement. Et qui est censé d'ailleurs être l'interlocuteur du directeur de l'hôpital en tant que collège médical. Donc c'est pas rien, une vague pareille de démission collective. D'ailleurs, quand ça a été annoncé, ça a fait beaucoup de bruit, y compris dans la presse locale, et même d'ailleurs en partie dans la presse nationale. Ce qui m'a été rapporté sur la gestion par la direction, c'est que, elle n'écoute pas le projet médical exprimé par la CME. 2, elle applique scrupuleusement la feuille de route de l'Agence régionale de santé. Alors je ne sais pas s'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui ici ne sont pas de Saint-Brieuc. Peut-être que vous avez entendu parler du même genre de situation dans un hôpital à proximité de l'endroit où vous vivez ou dans votre propre ville, le même type de situation. Donc d'appliquer la feuille de route de l'Agence régionale de santé. Alors que c'est censé être pour une meilleure maîtrise des dépenses, c'est toujours ça qui est affiché comme objectif. Là, ce qui est un peu étonnant, c'est que cette gestion de la direction est passée d'une situation à l'équilibre en 2015 à 6 millions d'euros de déficit en 2018, donc en l'espace de 3 ans, ce qui est quand même pas rien. Et c'est ce qui se produit alors qu'une politique d'austérité assez impressionnante est en train de se dérouler donc dans l'hôpital de Saint-Brieuc. Par exemple, vous avez une quarantaine de postes d'aides-soignants en CDD qui n'ont pas été reconduits, ce qui a des conséquences derrière sur la possibilité de maintenir, alors je suis d'accord, tu as raison de m'avoir repris là-dessus, non pas l'offre de soins, mais le service public de santé.
Vous avez aussi, par exemple, 60 lits qui ont été supprimés en 5 ans au service des urgences. Et on constate aussi, mais c'est malheureusement fréquent, un double jeu de l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire qu'elle a, en réaction à ce qui monte à l'hôpital, il faut éviter là aussi le vocabulaire de type une grogne, un mécontentement, etc. Donc ce qui se passe, c'est un désaccord suffisamment grave pour qu'il y ait des gens qui claquent la porte, des gens qui démissionnent, des gens qui s'organisent en collectif, etc. Et l'ARS, donc, elle a proposé sa médiation, trop aimable. Elle a commandé un rapport sur les dysfonctionnements, intéressant, alors que le directeur, il a obéi aux ordres de l'ARS pour l'essentiel. Donc, voilà en résumé moi ce qui m'a été remonté. Après, je me doute que la situation est probablement plus complexe et plus nuancée que ce résumé que je viens de faire en quelques minutes. Mais déjà, vu comme ça me semble déjà assez grave de Saint-Brieuc. En termes de dispositif de service public de santé dans les Côtes d'Armor, c'est quelque chose qui est absolument stratégique, puisque c'est par ailleurs un hôpital qui chapeaute d'autres établissements de santé dans tout le coin. Enfin, donc ça a un effet domino qui est catastrophique sur le service public de santé. Voilà en gros, donc Mathieu, pour te répondre. Oui, bonsoir, je m'appelle Sabine Garnier, je suis médecin à l'hôpital de Lannion, qui a le privilège d'être également dirigé par le même directeur que l'hôpital de Saint-Brieuc, qui est sur les 2 établissements de santé. Sur 2 établissements de France ? Oui, d'accord. Ouais, Lannion et Saint-Brieuc. Moi j'ai aussi un deuxième privilège, c'est que donc, je participe à ces organes qu'on appelle les CME, et après avoir fait ça pendant plusieurs années, je peux vous dire que c'est absolument inutile. Nous n'avons qu'un pouvoir consultatif, en fait, on peut juste donner notre avis sur les décisions, et c'est indispensable qu'on ait donné notre avis pour qu'elle puisse être entérinée ensuite. Donc en fait, le seul pouvoir qu'on a de s'opposer, c'est de ne pas donner notre avis. C'est ce qu'on fait en fait les médecins. Parce que tout ce qu'on peut dire autrement n'a aucun pouvoir pour être effectué derrière. Voilà. On nous demande notre avis, on nous consulte, donc on a des réunions très inintéressantes et il n'en sort à peu près jamais rien. Donc ce qu'ont fait les médecins de l'hôpital de Saint-Brieuc, c'est la seule chose qu'ils pouvaient faire pour s'opposer aux choses qui se passent, c'est-à-dire ne plus donner d'avis, puisque notre avis doit figurer dans les décisions ensuite. Voilà à quoi servent les CME. Mais les CME, elles ont été créées en fait pour, à l'époque où les médecins ont été écartés en fait des décisions et des choix stratégiques sur l'hôpital. Donc c'est une espèce de compensation qu'on leur a donnée pour discuter ensemble et être interlocuteurs avec la direction. En vérité, les décisions, elles sont descendantes. Elles viennent du ministère, de l'ARS, et après elles arrivent sur les hôpitaux, mais c'est les enfin, je me suis déjà fait des ennemis en disant ça, mais y compris le directeur de l'hôpital, il a à peu près 0 pouvoir de décision. Il peut être viré d'ailleurs. Il est une courroie de transmission, un point c'est tout. Est-ce que vous me confirmez que le directeur peut être viré si l'ARS n'est pas contente de son travail? Non, il va être muté dans un poste. Il va être muté dans un poste. Pardonnez-moi, j'aimerais savoir, pardon madame, mais pour la compréhension de tout le monde, que ce soit à Lannion ou à Saint-Brieuc, enfin vous, dans votre cas plus particulièrement à Lannion, vous protestez, enfin peut-être que le mot n'est pas approprié, vous êtes en opposition à quoi? Parce que là vous avez décrit quelle est la stratégie à laquelle vous êtes conduits les uns les autres, parce qu'on ne peut pas faire autrement face au jour, mais vous opposez à quoi complètement? C'est quoi l'orientation? Vous dites l'orientation ne va pas, mais c'est quoi cette orientation? Oui, c'est ça, c'est de toute façon les stratégies de développement d'un service ou d'un autre, elles émanent directement de ce qui s'appelle la T2A, donc qui est ce qui maintenant règle la vie des hôpitaux, c'est-à-dire que les financements dépendent de cette fameuse tarification à l'activité. Donc des activités, tous les ans, on décide qu'on va valoriser telle ou telle activité, donc ça varie d'une année à l'autre, donc il y a y compris des tas de politiques de développement d'hôpitaux qui sont basées sur un tarif qui existe une année, et c'est absolument pas pérenne, parce que quand on s'aperçoit que du coup tous les hôpitaux s'orientent vers les activités qui sont rentables, et bien du coup les tarifs baissent, et
et l'activité devient tout d'un coup pas rentable. Donc l'hôpital part dans tous les sens. Un coup, on va développer tel truc, et puis 3 ans après, c'est plus rentable, on va passer à autre chose. Donc ça n'arrête pas de changer. Enfin, c'est un peu comme un poulet sans tête, là, ça court partout. Et il n'y a pas de politique à long terme, jamais. C'est vraiment toujours du court terme. Et on ferme des lits d'un côté, on essaye d'en ouvrir de l'autre. Bon, maintenant, vous avez tous entendu parler du virage ambulatoire, un virage difficile à prendre. Ça va être un peu compliqué quand on va vraiment prendre. Donc, ça consiste en fait à rester très très peu à l'hôpital, à se faire soigner, à venir subir quelque chose et ensuite retourner chez soi. C'est en pratique extrêmement dangereux pour les patients. Et puis ça va à l'encontre des missions d'un hôpital, quoi. C'est-à-dire que vous entrez un matin, vous entrez sur une espèce de chaîne comme si vous étiez une voiture à monter, vous allez passer à l'anesthésiste, au machin, au truc, vous ressortez le soir, et tout ce qui peut vous arriver la nuit après, l'hôpital n'en a rien à faire. Et ça repassera sur les frais de ville. Enfin, c'est aussi des histoires de déplacement des frais de l'un sur l'autre. Enfin, tout le monde essaie de se débarrasser du coût de la santé et de le transposer sur son voisin. Donc l'hôpital sur la médecine de ville, la médecine de ville sur l'hôpital. Ou les services centraux d'ailleurs. Et les services centraux, bien sûr. Juste, excusez-moi, pour pouvoir préciser, quand on parle de T2A, tarification à l'activité, tarification à l'acte. En résumé, je ne veux pas être épouvantablement technique, mais en fait c'est assez simple. Avant la réforme de la T2A est intervenue, grosso modo, c'est vers 2007-2008, c'est la loi Bachelot. Avant, le service public de la santé, donc l'hôpital en particulier, c'est de l'hôpital que je vous parle, l'hôpital recevait une enveloppe, en gros une enveloppe annuelle, et c'était: tu as une mission de service public de santé, voilà ton enveloppe pour l'année, débrouille-toi avec ça. Et avec cet argent, l'hôpital tourne pour assurer le service public de santé. Bon. Après cette réforme, c'est: tu vas faire tous tes actes, et chaque acte, tu me le factures à moi, assurance maladie, et sur cette base-là, moi, je vais te payer. Mais je vais aussi constater que tu as tel ou tel service qui est plus ou moins en train d'avoir une activité, et que donc, dans les priorités de l'hôpital, il faut qu'on aille plutôt vers telle direction que vers telle autre, parce que c'est ça qui permet à l'hôpital d'être à l'équilibre financier. Et c'est donc une mesure qui, intrinsèquement, conduit tout l'hôpital à avoir comme priorité non pas le fait de soigner les gens, mais le fait d'être à l'équilibre financier. Résultat, c'est pour ça, parce que ça, sinon c'est incompréhensible, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des situations comme par exemple, tel service là, il faut qu'on enlève des lits. Pourquoi, au fait? Pourquoi, alors qu'il pourrait y avoir plus de besoins? Parce que c'est pas ça qui dégage le plus d'argent. Or, il faut qu'on ait la priorité à ce qui dégage le plus d'argent pour arriver à l'équilibre financier de l'hôpital. Et donc, vous savez pourquoi, une fois qu'on sait ça, vous savez pourquoi tel service, on va mettre plus de moyens, et tel service, on va en enlever. Pourquoi on va vous expliquer soudain, ah mais là je ferme un service entier. Pourquoi? Parce que dans telle ville de l'autre, ça peut être à une demi-heure, une heure en bagnole, hein, ça ne les dérange pas. Mais dans telle ville il y a déjà tel service, on a une maternité là, on a une maternité à tel endroit, donc on peut fermer celle de Guingamp, qui n'est pas assez qui n'est pas assez efficace en termes de maîtrise des dépenses. C'est comme ça qu'ils disent. Ils disent maîtrise des dépenses. Ils disent peut-être efficacité des coûts ou quelque chose comme ça. Efficience, ça vient des recommandations de la Commission européenne. J'en parlerai tout à l'heure. Efficience des coûts, c'est la Commission européenne. Mais donc, vous voyez, c'est comme ça que fonctionne le machin. Avec une situation ubuesque où, alors que les médecins, les aides-soignants sont déjà, je crois que c'est, de mémoire, c'est un quart des infirmières qui sont déjà en burn-out. Je crois, c'est peut-être plus, je ne me souviens plus. Mais pour vous donner une idée, eh bien, en plus de leur activité de soins, c'est Sabrina Ali Ben Ali qui a écrit un bouquin qui s'appelle La révolte d'une interne. Je vous recommande ce livre, qui m'expliquait ça récemment. Elle me disait, on passe un temps de plus en plus monstrueux à coder. Coder, ça veut dire quoi? C'est, je prends mes codes barres correspondant aux actes de soins que je viens de faire pour les rentrer dans la machine pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui a dégagé le plus de cash, pour être clair. Vous voyez? Et donc ça fonctionne comme ça. Alors, c'est pas une invention, c'est pas vrai. Ce fonctionnement existait déjà avant la loi Bachelot.
c'était le fonctionnement des cliniques. Et donc, en réalité, on a appliqué aux hôpitaux, services publics de santé, le mode de fonctionnement qui existait déjà auparavant pour les cliniques, c'est-à-dire le secteur privé du marché de la santé. Et donc, c'est une marchandisation de l'hôpital. Voilà, juste pour expliquer T2A, parce que sinon, après, on peut pas suivre. Qui veut la parole? Tout nouveau, la maternité est en train de tirer un petit peu l'hôpital vers le haut parce que, soi-disant, la maternité de Guingamp n'était pas optimum. Il y avait soi-disant des erreurs, ce qui était absolument scandaleux parce que jamais les médecins et les soignants de Guingamp n'ont reconnu ce genre de problème. Donc, et de ce fait, il y a une partie des pariants qui viennent sur Lannion. Bon, en fait, on essaye de diviser les différents hôpitaux, Lannion, Paimpol et Guingamp, pour mettre en concurrence et pour faire en sorte qu'on soit le moins cher possible. Alors, je termine parce que, encore un point, c'est qu'actuellement, la seule solution pour un certain nombre de consultations, là, c'est de venir sur Saint-Brieuc maintenant. On nous dit, quand on prend un rendez-vous, ben écoutez, alors, soit le médecin est à Saint-Brieuc, comme par exemple en pneumo, hein, on a fait miroiter certainement quelque chose au médecin-chef qui était à Lannion et il est venu à Saint-Brieuc. Et maintenant, eh bien, on n'a plus de médecin pneumologue à Lannion dans un certain domaine. Ce qui fait qu'on est obligé de venir ici. Et ça va même plus loin, puisque quand on téléphone, et c'est arrivé à une journaliste, quand elle a téléphoné pour faire une petite opération pour son enfant, elle voulait le faire à Lannion. On lui a dit, ben oui, mais écoutez, ça va mettre du temps. Téléphonez plutôt à Saint-Brieuc, vous verrez, ça ira plus vite. Et donc, petit à petit, on essaye d'amener l'hôpital de Lannion au fond du trou. Et quand il y sera, ça sera un hôpital dit de proximité. C'est un hôpital de proximité, c'est un hôpital où il n'y a plus d'urgence, où il n'y a plus de chirurgie et où il n'y a plus d'obstétrique. C'est ça l'hôpital de proximité. Et ça, c'est un vocabulaire. C'est un vocabulaire qui est utilisé. On vous dit, on ne touchera pas, et Mme Buzyn l'a dit, on ne touchera pas aux hôpitaux de proximité. Et l'hôpital de proximité, c'est pour les personnes âgées et c'est pour les petits problèmes de médecine. Et pour le reste, eh bien, il faudra aller, pour nous, à Saint-Brieuc, et pour les autres, ailleurs. Enfin bon, je vais m'arrêter là, je reprendrai éventuellement s'il y a quelques petits points, et notamment la T2A, c'est encore antérieur à Bachou. Ce qu'on a vécu en Grèce, ce qu'ont vécu les Grecs, est tout à fait caractéristique et nous aide à comprendre ce qui se passe ici. Il y a environ 10 ans, 9 ans, on a dit d'un seul coup, tiens, il y a une dette de 103%, c'est inacceptable. Déjà, le chiffre de la dette, de 103% du PIB, le chiffre de la dette a été truqué, c'est-à-dire qu'on a intégré des dépenses qui ne devaient pas y être. Et puis, donc, l'Europe a imposé un premier mémorandum austéritaire qui a conduit à supprimer brutalement 35 à 40% du budget de la santé. Ça veut dire qu'on a fermé 35 à 40% des hôpitaux, 35 à 40% des lits, par conséquent aussi 35% des pharmacies, enfin toute la chaîne a dégringolé. Et notre association a commencé à vraiment rentrer en fonction en 2014-2015 à peu près, où on a pris contact avec des Grecs. Quelle était la conséquence pour les citoyens? On a constaté qu'environ 35 et 40% des Grecs n'avaient pas accès du tout au système de santé. Mais pas du tout. Quand vous étiez chômeur, vous aviez une petite indemnité pendant 3 à 6 mois, et puis ensuite on vous supprimait cette indemnité, mais on supprimait en même temps le droit à la santé. Une femme enceinte devait payer 700 €
pour un accouchement. Pour rentrer dans n'importe quel parcours de soins, il fallait payer 5 €, que ce soit un médecin, que ce soit à la rentrée de l'hôpital. Donc toute une série de mesures qui a complètement exclu le système. Actuellement, il y a 18 000 médecins qui sont partis à l'étranger, faute d'être payés ou suffisamment, ou parce qu'ils ont été licenciés. À l'échelle de la France, j'ai fait une petite règle de 3, ça fait 600 médecins par département. L'équivalent de 600 médecins. Donc, face à cette dégradation, alors l'espérance de vie a diminué de 3 ans, la mortalité infantile, les maladies psychiatriques ont vu leur taux augmenter, donc c'est vraiment une dégradation complète. Et donc, en réponse, des citoyens se sont organisés avec des soignants et ont monté des dispensaires autogérés. C'est-à-dire qu'ils viennent, certains font le ménage, d'autres donnent des soins, des médecins libéraux viennent, donnent 1 ou 2 consultations gratuites, ou passent une demi-journée dans le dispensaire, et ils soignent indifféremment les Grecs, les réfugiés et les migrants. Notre rôle là-dedans, en tant qu'association, c'est de leur fournir, bien sûr, les locaux, parfois ils payent un loyer, d'autres fois c'est la commune qui la met à disposition. Et puis, donc ces dispensaires autogérés soignent les gens, font des consultations, font des soins dentaires, distribuent des médicaments. Et nous, notre rôle dans cette affaire, c'est justement de leur amener des choses que l'on collecte en France. Donc notre équipe a envoyé une centaine de colis qui représentent 500-600 kilos de médicaments qui ont été envoyés depuis cette période. On leur envoie aussi du matériel médical, des sièges dentaires récemment qu'on a récupérés. Et là-dedans, il y a un petit paradoxe. Vous savez qu'on n'a pas le droit de collecter des médicaments. Il y a une loi de 2007 qui dit qu'il est interdit de réutiliser les médicaments. Donc on les amène chez le pharmacien, et le pharmacien a un prestataire qui s'appelle Cyclamed. On entend le mot recycler pratiquement dans Cyclamed. Sauf que Cyclamed se fait payer pour faire ce métier-là et emmène les médicaments à l'incinérateur. Tous les médicaments qui sont redistribués, qui sont ramenés chez le pharmacien, finissent en incinération. C'est une obligation. Tout le monde ne le sait pas. Ils disent valorisation énergétique, mais pour brûler des médicaments, il faut rajouter suffisamment de pétrole pour que ça disparaisse. Donc même en valorisation, on perd même là-dedans, c'est un peu surréaliste. Alors malgré tout, nous, on recycle ces médicaments, on les expédie par la poste à des dispensaires grecs, en toute sécurité. On fait un premier tri, mais sur place, ils sont reçus par des pharmaciens, enregistrés, et ils ne sont distribués gratuitement toujours, uniquement sur présentation d'une ordonnance. Et puis pour finir, parce que je pourrais en raconter tant et des anecdotes, j'en reviens. La dernière fois qu'on y a été, on a eu la surprise de rencontrer des pharmacies sociales, financées par l'Union européenne. Ça part mal. Non, tiens, peut-être l'Europe aide les Grecs. Peut-être que l'Europe aide les Grecs. Alors on a un petit peu creusé, on a rencontré le pharmacien et son aide, des gens très sympathiques. Ils étaient payés par l'Europe. Le local est payé par l'Europe. Le bureau, les 2 gros ordinateurs, l'imprimante sont payés par l'Europe. Mais ils n'ont pas de budget pour acheter des médicaments. Donc ils font exactement comme nous, qui travaillons dans la plus grande illégalité, puisque nous, on prend ces médicaments, on n'a pas le droit, on risque la prison, on risque au moins une amende. Et bien l'Europe fait la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, elle interdit le recyclage des médicaments par la loi, et d'un autre côté, elle se permet de le faire en Grèce, pour dire on a les Grecs. C'est pas difficile. Je vais profiter d'avoir le micro pour répondre à mon homologue de l'Agnon, puisque moi c'est Guillaume Frangéran, je suis
comité de défense de santé du Pays de Guingamp, et donc qui notamment s'occupe aussi de la maternité. Merci effectivement de préciser que oui, il n'y a pas de problème de sécurité à Guingamp. Voilà, ça a été dit, mais il n'y a pas de fait, il n'y a rien, il n'y a pas de chiffres, autrement on nous les aurait opposés, il n'y a rien. Je pourrais parler un peu plus longuement de ça plus tard, mais tout ça pour dire que ce qui se passe à Guingamp, c'est qu'on est une équipe qui, du fait de la dimension de la maternité, de la taille humaine de la maternité, elle est forcément à l'écoute, comme je viens de lire un article sur l'Agnon, voilà, c'est la même démarche, c'est la même philosophie, on a le temps, on s'occupe des femmes, on leur laisse le choix, on les accompagne, il y a de l'accompagnement, l'accompagnement à l'allaitement, l'accompagnement des familles, des papas aussi, je suis bien placé pour en parler. Mes enfants ont eu la chance de naître dans l'eau. C'est pas un truc de babacool en fait, c'est pas si développé que ça. J'ai été très surpris d'apprendre qu'il y avait que 6 maternités il y a 11 ans qui proposaient ça, et il n'y a toujours que 6 maternités qui proposent ça aujourd'hui. Donc c'est assez étonnant. Donc voilà, c'est un choix, et on est en train de l'enlever. Je me dis bêtement que le jour où mes enfants seront à leur tour, deviendront parents à leur tour, il y aura moins de choix. On aura concentré davantage tous les services sur des gros établissements. On devra, où on ne pourra pas les gérer de la même façon forcément. Sans jeter la pierre aux gros établissements, effectivement, ils ne peuvent pas assurer le même accompagnement. En tout cas, quand ils vont devoir absorber en plus 500 accouchements dans l'année, c'est pas possible. Il y a un respect aussi à apporter aux femmes, à apporter à notre territoire. C'est une lutte de Guingamp aussi pour protéger ce qu'il a. C'est notre patrimoine, c'est le service public, c'est notre patrimoine. Donc oui, on est content d'avoir cette solidarité de la part de l'Agnon. Voilà, ce soir, je voulais aussi apporter un témoignage de la part du comité de défense, parce qu'on travaille sur tout le Pays de Guingamp et sur d'autres domaines aussi. On parlait tout à l'heure de fermeture de lits. Il y a la psychiatrie aussi à Béguard. J'ai vu des taux d'occupation d'une unité, là, 153% en 2017. Donc ça veut dire que l'année d'après, on a ouvert des lits. Non, on en a fermé. C'est hallucinant. Anecdote, histoire personnelle, moi je me souviens de ma maman qui a été hospitalisée à Guingamp à une époque, dans le service de suite de soins. Et donc, il y avait une menace sur ce service. Donc, quand on arrivait au premier étage de l'hôpital à cette époque, on pouvait voir Mme Durand avec ses signatures. Elle faisait signer la pétition contre la fermeture du service. Il est arrivé quand même, et donc l'année suivante, elle a dû être hospitalisée à nouveau, et on l'a baladé de service en service. Alors, je ne dis pas ça contre les soignants, forcément. Ce n'est pas les servants, mais c'est les soignants qui l'ont baladé. Simplement, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, elle s'est retrouvée à un moment aussi devant une personne à qui je ne jette pas la pierre, c'est l'assistante sociale. Il lui a expliqué, mais madame, vous coûtez cher, ça coûte 2 000 € par jour. Alors, je ne jette pas la pierre, on ne fait pas assistante sociale pour dire aux gens, on ne peut pas s'occuper de vous, vous coûtez trop cher. Mais voilà où on en arrive, la maltraitance, elle arrive forcément, même si les gens ne veulent pas. Et donc c'était quand même assez violent, aussi bien pour ma maman qui lui a répondu, je travaille depuis l'âge de 14 ans, j'ai posé toute ma vie, j'y ai droit, j'ai jamais été arrêté, j'y ai droit. Et cette pauvre dame qui lui avait dit ça, qui a eu le malheur de lui dire ça, oui, elle a dû subir elle-même cette violence. Donc voilà où nous amène cette austérité. C'est un petit témoignage en passant. La parole, parce que maintenant que je sais un petit peu, à peu près ce qui se dit et ce qui se sait sur l'hôpital de Saint-Brieuc, c'est vrai que Saint-Brieuc n'est pas une exception, il faut quand même que tout le monde qu'on se le dise, c'est national. C'est juste là, ça fait le buzz parce que les titres ont fait en sorte que ça fasse le buzz, parce que quand c'est marqué 160 médecins démissionnent, en gros titre, sans information en dessous, sur Ouest France et sur le Télégramme, forcément ça interpelle tout le monde et ça fait le buzz. C'était une démission de la CME, ça reste quand même ni plus ni moins que ça. C'est quand même important, je veux bien l'admettre, mais ce n'est pas propre à Saint-Brieuc, dans le sens où là les médecins ont pris l'initiative et ont eu, on va dire, quelque part le courage d'avoir cette initiative, mais elle pourrait avoir lieu n'importe où en France, parce que tous les hôpitaux du service public français sont dans la même situation. On est venu ici pour parler de l'austérité du service public de santé. Avant de venir, j'ai fait un petit peu de recherche un petit peu d'historique sur cette austérité. Elle remonte quand même à 79. Parce qu'en 79, il y a une loi qui a permis la possibilité de fermeture de lits par autorité du ministère de la Santé. Ça n'existait pas avant. Il y a eu 79. Après, il y a eu 83 avec la création du budget global. Donc c'était un taux directeur qui était fixé. C'était une fameuse enveloppe, on va dire, globale. Donc chaque budget versé à chaque établissement avec l'apparition du forfait journalier.
à la base, un service public, c'est gratuit. À la base. À partir du moment où le forfait journalier a été créé, instauré donc en 83, fini la gratuité des soins. Maintenant, c'était fonction de la couverture mutuelle de chacun de chacune. Il y a eu en 91 la loi E20 qui a imposé un projet d'établissement et qui a décidé d'instaurer les SROS, les schémas régionaux de l'offre de soins, de l'organisation de santé, pardon, valables 5 ans, sur la base desquels les préfets peuvent désormais, à partir de 91, fermer des lits et restructurer les établissements. Première coopération publique-privée également, ça commençait déjà à l'époque. 95, le plan Juppé, j'imagine que tout le monde s'en rappelle, avec là, cette fois-ci, l'instauration de l'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, qui est fixé par la loi de finances de la sécurité sociale, une enveloppe nationale fermée, ce qu'évoquait tout à l'heure Thomas, création des ARH, qui ont autorité sur le public comme sur le privé, en termes d'établissement de santé, qui attribuent donc les budgets, mais aussi les autorisations, et par le biais donc, de ces autorisations et de ces budgets, impose des regroupements et favorise le développement de la privatisation. En 2000, on gagnait 35 heures avec le gouvernement Jospin. Le problème, c'est que pas de recrutement. Donc, les 35 heures, ça fait quoi? Ça intensifie, ça provoque l'intensification du travail parce que les hôpitaux n'ont pas recruté, il n'y a pas eu l'appel d'air qu'on espérait. Moi, j'ai été parmi ceux qui ont été heureusement embauchés et très vite titularisés à l'époque, mais on est très peu. Donc dégradation des conditions de travail, dégradation de la prise en charge des patients. Seule compensation qu'on a eue à l'époque, les RTT. En 2007, c'est le fameux plan Hôpital 2007, avec donc là cette fois-ci, oh là là, il y a beaucoup d'argent, on permet beaucoup d'investissements, sous conditions de réorganisation sanitaire, une nouvelle tarification est mise en place, donc c'est bien la T2A, dont le principe a été expliqué tout à l'heure, et on réforme la gouvernance hospitalière. Les contreparties, elles, par contre, elles sont nombreuses. Ok, on vous donne de la thune pour bosser, pour investir, pour réorganiser, mais par contre, vous vous restructurez, vous fusionnez, vous coopérez avec le privé, et le budget global qui existait depuis plusieurs décennies est remplacé donc, par la T2A, cette fameuse T2A qui, comme dans le milieu agricole, quand on fait beaucoup de choux, le chou, il coûte moins d'argent, il rapporte moins. Quand on fait beaucoup de cochons, ça rapporte moins d'argent aussi. Et pour la chirurgie et les actes médicaux, c'est pareil. Donc chacun est financé en fonction de sa productivité, de sa production d'actes. On commence, ça y est, à parler de production. Donc actes de soins et rentabilité. Ça y est, hein, c'est officiel. Et donc on demande aux établissements de faire plus avec moins. Deuxième aspect en 2007, deuxième conséquence du plan Hôpital 2007, c'est l'incitation à la sélection du coup des malades. C'est là évidemment que le privé se frotte les mains parce que eux, ils n'ont pas l'obligation de service public, donc on sélectionne les malades, on prend les plus rentables et puis ce qui reste, c'est l'hôpital public qui ramasse. Je suis désolé, je suis un petit peu rude dans mes mots, mais voilà. À côté de ça, on baisse la masse salariale. Parce que c'est quand même la première variable d'ajustement quand on a besoin de rendre des établissements rentables. C'est comme dans une boîte, il n'y a pas de souci. Donc la concurrence publique-privée s'accentue et l'hôpital devient une entreprise. Donc ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure. L'hôpital doit maintenant dégager des marges. On parlait tout à l'heure d'état d'esprit des médecins et des infirmières qui a changé depuis des années. C'est le lean management issu des entreprises de l'entreprise Toyota, qui gérait donc le personnel avec l'optimisation du temps, des temps de pause, des temps de travail et des gestes sur les chaînes de production des voitures, c'est appliqué, à ce moment-là, ils veulent l'appliquer à la fonction publique hospitalière. Donc survenue des TMS, des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux, je ne vous fais pas un tableau, tout le monde connaît ça. Et puis les hôpitaux, du coup, comme ils font tout ça, mais que forcément ça ne rapporte pas forcément plus, en tout cas ça fait économiser le gouvernement, enfin le budget du gouvernement, mais les hôpitaux s'en mettent pas plein les fouilles, donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'ils s'endettent auprès des banques. Donc avec des emprunts toxiques, comme disait le camarade tout à l'heure, c'était une catastrophe sanitaire quand ça a été révélé. Hein. On utilise aussi ce qu'on appelle des médecins mercenaires pour on va dire, combler le déficit démographique qui existe, mine de rien quand même, qui est aussi une des conséquences de ce qui se passe en ce moment sur le département. On prend des mercenaires, des mecs qui sont payés, là c'est plus à Lance-Pierre, hein, c'est carrément à Cagette de lingots d'or hein, pour venir bosser, faire des astreintes. Guingamp aussi sont dans le rouge, c'est principalement à cause de ça, je tiens à souligner. Et Paimpol également. On crée des pôles
Alors les médecins deviennent des super managers, alors, ils sont récompensés avec des primes si ça marche bien, si ça marche pas, ils n'ont pas de primes. On impose, on développe, on généralise la polyvalence du personnel avec des glissements de tâches qui vont avec, parce que forcément on recrute pas plus d'infirmières, et puis comme par contre on intensifie le boulot, et puis on demande à aller bosser dans un pôle, en fait il y a plusieurs services, donc un coup tu vas là, un coup tu vas là, un coup tu vas là, tu deviens polyvalent, c'est magnifique, c'est génial, et puis en plus on te permet de faire des trucs que tu n'as pas le droit de faire normalement d'après ton décret d'exercice, donc c'est bien. Après on passe à 2009, alors là la Miss Bachelot elle a frappé fort avec l'hôpital Patient Santé Territoire, les ARS remplacent les ARH, et du coup il n'y a pas que les hôpitaux publics et privés qui sont contrôlés, mais aussi la médecine de ville et le secteur médico-social. Alors là attention, donc création des communautés hospitalières de territoire, tout le monde s'en rappelle, là c'est le début de ce qu'on subit en ce moment, hein. C'est le renforcement des pouvoirs des directeurs, et paradoxalement, ce fameux directeur qui voit ses pouvoirs, on va dire, renforcés, on l'a dit tout à l'heure, il peut se faire relever de ses fonctions à tout moment s'il n'est pas assez efficace dans l'application des politiques d'austérité qu'on lui impose. Donc la rentabilité à tout prix et au détriment des personnels et aussi des usagers, parce que j'imagine qu'on est quand même aussi pour parler de ça aujourd'hui. Depuis 2012, les lois de finances de la sécurité sociale qui fixent cet ONDAM n'ont pas cessé de diminuer le budget de la santé, de l'hôpital public en particulier. Il y a eu le fameux pacte de responsabilité sous François Hollande, où là c'était 860 millions d'euros de maîtrise de la masse salariale qui était demandée. Rappelez-vous, hein, on a tracté à droite à gauche, suppression de 22 000 postes, on est en plein dedans. Donc c'était d'ici 2017 et voilà, depuis ça va continuer. La loi Touraine en 2016, les CHT sont remplacés par des GHT, groupements hospitaliers de territoire, où on accentue encore plus les coopérations, on demande plus de mutualisation des moyens entre les établissements pour soi-disant faire des économies sur les secteurs logistiques. Et finalement, on permet aux GHT dans leur gestion de mutualiser bien plus que les services logistiques. Donc, apparition des filières. Donc, c'est pour ça qu'on demande à des gens d'aller se faire opérer ou soigner à Saint-Brieuc, parce que la filière concernée n'existe pas à Lannion ou à Paimpol ou ailleurs, parce qu'on ne veut pas de redondance. On ne veut pas de redondance sur les territoires. On ne veut pas que les gens fassent la même chose à droite à gauche. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je suis désolé, je suis un petit peu long, mais voilà, on demande aux hôpitaux d'être pleins comme des œufs parce que c'est le principe de la T2A. Un lit qui est vide, il ne rapporte pas. Un patient qui reste trop longtemps dedans, il ne rapporte pas. Donc on remplit les lits, donc on ferme les lits qui ne sont pas occupés. C'est au plus près des besoins. Et par contre, on demande aux hôpitaux publics de recevoir le personnel aux urgences. Donc on les met dans quoi si tous les lits sont complets? Donc c'est complètement absurde, c'est complètement débile. Donc il y a des listes d'attente, des temps d'attente incroyables dans les couloirs. Donc on demande d'accueillir l'imprévu, mais on ne donne pas les moyens pour le faire. Donc moins de lits, fermeture de services, moins de personnel, diminution de la masse salariale, donc engorgement évidemment dans d'autres services, polyvalence des personnels encore plus généralisée que ce que je disais tout à l'heure, des turnovers de patients qui sont à des cadences folles, donc mise en danger des patients, le camarade tout à l'heure devant moi en parlait, et surmenage des agents, donc on l'a dit, on ne le dit pas assez tôt, mais alors, développement plus du travail en 12 heures, décalage complètement avec une vie sociale, une vie familiale, et souvent avec l'accord des agents parce que il ne vaut plus que ça, les 12 heures, parce que vu qu'à 7h30 ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire, ils acceptent les 12 heures, bon gré mal gré. Donc des burn-out à répétition. À Saint-Brieuc, pour l'instant, on ne déplore pas encore de suicide, mais je vous garantis que ça, dans les couloirs, on l'entend. Et enfin, alors, là il y a le plan santé 2022 qui a été balancé là, donc, cette année par Macron, donc avec attaque du statut de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique en général d'ailleurs, et donc avec précarisation en plus de ça des personnels, on ne prend plus que des CDD, on rallonge les temps de stagiarisation. Saint-Brieuc, il faut dire que là-dessus on est quand même number one parce qu'on a quand même eu un gros mouvement social il y a quelques années de ça. En 2015, on s'est battu, on a mis 600 personnes dans la rue pour raccourcir ce temps de stagiarisation, pour avoir des gens titulaires, mais il faut savoir que les établissements sur le département, il y a belle lurette qui n'ont pas de stagiarisation, les gens restent CDD pendant des années sans être titularisés. Comment voulez-vous avoir envie de continuer à travailler dans des conditions pareilles? Moi, en tout cas, je vous invite en plus de ça, je vais terminer là-dessus, c'est que l'ARS, l'ARS elle est ce qu'elle est, mais il y a quand même une partie de son boulot qui est en même temps de diagnostiquer la population et le système de santé sur les secteurs. Moi, je vous invite vraiment à aller sur son site et à regarder un petit peu ce qu'il en est du diagnostic de la population du 22. Parce qu'en termes de vieillissement de la population, c'est une catastrophe. Il y a des projections qui sont faites sur les années à venir, où les personnes de plus de 60 ans, et c'est encore pire quand on passe à des tranches de plus de 75 ans, on n'a pas ce qu'il faut.
clairement, on ne sait pas où on va tous vous mettre là. Hein, moi je suis pas gentil, je vais parler de la moyenne d'âge de ce soir, c'est triste, mais vous avez des cheveux gris à vous faire parce qu'on n'a pas d'endroit où vous caser, parce qu'en aval des hôpitaux, il n'y a pas de solution, sur le département, il n'y a pas de solution, en Bretagne en particulier, qui est la région qui a un taux de vieillissement qui est assez conséquent, et tout ça, vous voyez, ça remonte à 30 ans, 40 ans. Ce sont des politiques sociales qui nous imposent ça, et là, il faut que ça s'arrête. Donc c'est bien que ces initiatives-là aient lieu comme ce soir, mais il faudrait vraiment que ça se répète partout et que ça se vulgarise, parce que là, on va droit dans le mur. Et c'est pas les établissements comme à Plérin qui vont vous sauver la mise. La réponse du gouvernement actuel à ces problèmes qui ont été assez clairement exposés, c'est virage ambulatoire et autodiagnostic. Alors, virage ambulatoire, maintenant, je pense que tout le monde a compris. Donc, virage ambulatoire, c'est reste chez toi quand tu es malade. En clair. Et retourne chez toi le plus vite possible la seconde où on t'a à peu près soigné. Et alors, l'autodiagnostic, est-ce qu'il y en a ici qui ont vu les SMS qu'on est appelé à recevoir? Ça circule maintenant sur Internet, où donc vous recevez, si vous avez un peu mal, tapez de main. Si, je jure. Et ça monte jusqu'à 10, je crois, je sais plus. Ou alors, si vous avez tel truc, envoyez le TB, voilà, etc., etc. Et juste une chose, je vous prends un cas fictif, mais tout à fait ordinaire en médecine. Quand c'est le médecin qui vous pose la question, mais vous saignez beaucoup? Oh non, pas trop. Et puis le médecin regarde, et puis du point de vue du médecin qui a l'habitude de comparer à d'autres cas, il va dire mais non, ça pisse de sang, il faut que vous hospitalisez immédiatement. Sauf que quand vous le faites chez vous avec vos trucs de SMS, en fait, il y a des gens qui vont dire ah oui, j'ai un mal, je souffre épouvantablement. Et en réalité, c'est largement gérable avec 3 aspirines. Et puis il y en a d'autres qui vont être là, non, et il y a beaucoup de gens en fait qui sont comme ça. En particulier, plus on gagne en âge, plus il y a une partie des gens qui gagnent en âge qui vont avoir tendance à sous-estimer la gravité de leur douleur. C'est très courant, hein, en fait. Une fois, à fur et à mesure qu'on gagne en âge, on est là, ouais, j'ai pas si mal que ça, mais tu déconnes. Voilà, bon. Et donc, vous mesurez un peu à la fois l'absurdité et le cynisme aussi, parce que ça permet en moyenne d'avoir moins de gens qui vont se manifester, parce qu'il y a aussi tous les gens qui, d'état d'esprit général, il y en a plein comme ça, qui ne va pas déranger. Non mais faut prendre ça aussi en compte. C'est le médecin qui diagnostique que vous êtes en souffrance, donne sa légitimité médicale à votre souffrance, sinon vous êtes juste quelqu'un en train de se plaindre. Et on fait sauter cette légitimation de la souffrance que vous avez, en vous demandant de vous auto-diagnostiquer. Et donc vous êtes, de votre propre point de vue, beaucoup de gens réagiront comme ça. Est-ce que je suis vraiment légitime à me plaindre d'avoir mal? Est-ce que je ne suis pas un peu trop douillet? Et plein de gens réagissent comme ça. Donc, c'est une parenthèse, mais je ne crois pas que ce soit anodin. Je voulais revenir sur l'origine européenne du truc, quand même. À 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le lobbying intensif de la Commission européenne depuis des années pour mettre en place des saloperies comme ça. Alors, ceux qui sont personnels soignants dans la salle reconnaîtront un certain vocabulaire. C'est le rapport Investing in Health, donc investir dans la santé. Déjà, investir dans la santé, comme si c'était une opération financière. C'est pas financer le service public, c'est investir dans la santé. Rapport de 2013. Je vais pas vous lire des extraits parce que c'est vraiment du langage technocratique assez brutal. Voilà. Je vais juste vous donner des expressions clés et ceux qui sont personnels soignants vont reconnaître des choses. Maîtrise des coûts, efficacité des dépenses, et alors, réforme innovante pour améliorer l'efficacité des coûts, on croit l'entendre un directeur d'hôpital. Hein. Et alors là, il y a un autre truc là le masque tombe un peu plus clairement, je trouve, combiner la fourniture d'un niveau suffisant de services publics avec quoi? Avec les objectifs de consolidation fiscale. En clair, il faut quand même baisser les dépenses. Voilà, donc, ce que tu disais tout à l'heure, on nous demande de continuer à faire autant, voire mieux, avec moins, c'est cette phrase-là.
combiner la fourniture d'un niveau suffisant de services publics avec les objectifs de consolidation fiscale. Ça veut dire continuer à faire autant, mais je te donne moins de fric. Donc ça, c'est un rapport Commission européenne 2013. Quand découle de ça automatiquement le flicage des dépenses et le fait de passer de la priorité aux soins à la priorité à la baisse des dépenses. Automatique. Alors, on pourrait m'objecter, si on est rigoureux, ce n'est qu'un rapport de préconisation de la Commission européenne, ce n'est pas une directive, ce n'est pas un article de traité, ça n'a pas force obligatoire. Sauf que, d'abord, la baisse des dépenses est obligatoire en l'état actuel des traités européens. Ça s'appelle le traité budgétaire. Le traité budgétaire, il ne vous dit pas seulement quand tu es à tel ou tel niveau de dette, de déficit, tu dois arriver à l'équilibre. Il ne se contente pas de dire ça. Parce qu'après tout, si je racle bien à fond l'évasion fiscale, l'exil fiscal, et si je mets des taxations simplement qui reviennent au niveau qui existait, par exemple, dans les années 80 sur les plus riches, j'ai plus de problème de déficit. Je suis à l'équilibre budgétaire sans problème. Ou je peux même être en excédent, si vous voulez. Bizarrement, ce n'est pas du tout ça qui est envisagé dans le traité budgétaire. Dans le traité budgétaire, c'est si vous êtes dans ce cas-là, vous devez engager un programme de maîtrise des dépenses. Donc le traité budgétaire, en fait, sous couvert de lutte contre la dette, parce qu'on est très nombreux à se dire spontanément, quand on a une grosse dette, il faut se débrouiller pour la faire baisser. Bon, c'est discutable en politique monétaire. On pourrait parler d'autres méthodes, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Admettons simplement, voilà, il y a une grosse dette, il faut la faire baisser. Il n'y a pas que la baisse des dépenses, il y a l'augmentation des recettes, notamment en allant taxer ceux au même niveau qu'avant, ceux qui sont les plus riches en revenus et accessoirement en patrimoine. Bon, on pourrait faire ça. Le traité budgétaire vous dit, dans ces cas-là de grosses dettes, de gros déficits, vous devez baisser vos dépenses. Donc vous voyez, l'argument de la dette ne sert que pour sanctionner une politique de gauche. L'argument de la dette, par contre, bizarrement, n'est jamais invoqué par les institutions européennes de contrôle, notamment la Commission européenne, quand tel ou tel gouvernement, au hasard un certain Macron, se met à « allez hop, je te supprime la moitié, je te supprime tout un pan de l'ISF, allez hop, je te plafonne la fiscalité sur les revenus des actionnaires, etc., etc. » Là, par contre, c'est une baisse évidente des recettes, donc on est bien d'accord que ça aggrave le déficit, ça aggrave la dette. Ah ben là, la Commission européenne n'a rien à dire. Vous voyez l'hypocrisie fondamentale du dispositif. Parce qu'on se fait piéger facilement. On est nombreux à se faire piéger comme ça en se disant c'est un débat pour ou contre le fait de s'endetter, et moi j'aime bien l'endettement pour investir dans le service public, et donc je suis pour l'endettement. Et on est tombé dans le piège entre ceux qui défendent la rigueur de dépenses, des gens raisonnables, qui gèrent bien les finances publiques, et les irresponsables panier percé. Alors que c'est pas ça qui se passe. Vous voyez ? Il est là le piège. Alors, au traité budgétaire s'ajoute un dispositif qui permet indirectement à la Commission européenne de bien s'assurer que vous allez maîtriser les dépenses de la santé. C'est quoi ? C'est une autre santé qui s'appelle le semestre européen. Alors qu'est-ce que c'est que le semestre européen ? C'est très simple. C'est une procédure qui dure plusieurs mois, qui donne obligation aux États membres de l'Union européenne, avant de présenter le budget à l'Assemblée nationale pour être voté, eh bien, il y a un premier filtre qui est tu dois présenter ton budget d'abord à la Commission européenne qui va te dire s'il est bien. Et donc, voyez le caractère insidieux, vicieux du truc. Ah mais la Commission européenne ne vous force pas à baisser vos dépenses de santé, mais pas du tout, qu'est-ce que vous allez imaginer ? Non. Elle fait des recommandations, notamment dans un rapport de 2013, entre autres. Mais après, tu fais ce que tu veux. Sauf que quand tu fais ce que tu veux derrière, il y a le semestre européen. Tu présentes ton budget à la Commission européenne, voilà, les fourches petites. Vas-y, va essayer d'augmenter tes dépenses de santé dans un budget que tu présentes à la Commission européenne. Tu seras bien sûr. Il est là, le verrou. Et donc, en application du traité budgétaire qui a été signé par la France, on comprime au maximum toutes nos dépenses de protection sociale, de services publics, etc. Et qu'est-ce qui prend le plus cher à l'heure actuelle ? Santé, retraite, assurance chômage, etc. Mais assurance chômage, ils ont déjà fait plusieurs vagues, mais l'endroit où c'est en train de s'accélérer, vraiment, c'est la santé. Parce que là, on parle ce soir, parce qu'on est à Saint-Brieuc,
On parle de la situation épouvantable qui est une situation finalement d'autodestruction du service public hospitalier. C'est ça qui est en train de se passer. Une trahison des élites dirigeantes. Je dis élite au sens sociologique, hein, c'est pas qualitatif. Hein. Une trahison depuis des décennies. On a quelqu'un ici ce soir qui me racontait qu'il a été amené à intervenir pendant son service militaire du côté de l'école de santé, formant notamment des directeurs d'hôpital dans les années 90. Donc, années 90. Et déjà dans les années 90, c'était, vous savez, il faut traiter les patients comme des clients. Déjà. Alors, c'est d'un choc pour un certain nombre de gens, dont moi d'ailleurs, de dire ça, mais rendez-vous compte que le milieu des années 90, c'était il y a bientôt 25 ans. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai du mal à m'habituer. Quand vous regardez un vieil épisode du début de la série Friends, pour les plus jeunes d'entre nous, vous regardez un truc qui date d'il y a bientôt un quart de siècle. Ouais. Voilà. Fin de la parenthèse. Mais vous voyez donc que c'est vraiment une démarche cohérente, de longue haleine, planifiée, et qui est l'œuvre de 3 générations de hauts fonctionnaires pour démolir le service public de santé. C'est ça qui se passe. Tous les services publics. Là, ce soir, on parle de la santé, mais on peut parler de tout. C'est la même chose, un par un. Tous les services publics, toute la protection sociale sont en train de se faire détruire, et c'est systématiquement la même manière. On convertit les hauts fonctionnaires, dès leurs études, au catéchisme du tout marché, et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pervertissent tout. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, je voulais simplement donc insister sur... Là, je voudrais terminer ma phrase. Je voulais insister donc sur... C'est un cadrage par l'Union européenne. Depuis des années maintenant. Alors, sur quoi faire, puisqu'on y invite, on ne peut pas faire autre... Il n'y a pas d'alternative à la sortie des traités européens sous la forme actuelle. Il faut être clair là-dessus. En l'état actuel des traités européens, tu ne peux pas faire autre chose qu'une politique d'austérité et de marchandisation des services publics. Et donc, tu dois sortir des traités européens. Soit tu en sors par la négociation, soit tu en sors de manière unilatérale. Est-ce qu'on m'a interrogé sur plan A, plan B? J'en profite. Pour expliquer, je ne veux pas être trop long, mais pour expliquer 2-3 choses qui me semblent importantes à avoir à l'esprit. Beaucoup de gens croient à tort, parce que c'est présenté délibérément comme ça, que l'Union européenne est une sorte de super-État dont les pouvoirs s'imposent aux États membres de l'Union européenne. En termes de droit international, ce n'est pas vrai. L'Union européenne, comme l'UNESCO, comme l'OTAN, comme l'OSCE, est une organisation internationale et les États membres n'obéissent aux règles de cette organisation internationale que parce qu'ils y ont consenti en tant qu'États souverains qui ont signé des traités. Mais il n'y a toujours pas d'État souverain qui s'appellerait l'Union européenne, toujours pas. Raison pour laquelle d'ailleurs Emmanuel Macron, qui est certes, il est arrogant, certes, il a un caractère détestable, certes, ses valeurs sont quasiment du darwinisme social, c'est-à-dire ce qui se fait de plus épouvantable dans la nature humaine, mais c'est pas un imbécile pour autant. Et donc, c'est pas pour rien qu'il vous parle de la nécessité de créer la souveraineté européenne. Il vous indique par la même occasion qu'elle n'existe pas. Il n'y a de souveraineté en droit international que la souveraineté des États. Et ces États souverains ont consenti à obéir aux règles de l'Union européenne en signant les traités européens. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les États conservent le droit souverain de sortir complètement, c'est le Brexit. La preuve que tu as le droit de le faire, c'est que le Royaume-Uni est en train de le faire. Ils peuvent renoncer en cours de route, mais ils ont le droit de le faire. La preuve, Brexit. Il y a même un article des traités européens qui permet ça. Bon. On peut aussi, ça moins de gens sont au courant, on peut aussi décider en tant qu'État souverain qu'une partie des règles des traités européens, on arrête de les appliquer. Ça s'appelle une option de retrait, un opt-out si vous préférez.
Et donc, il y a plusieurs façons de faire un opt-out. On peut faire un opt-out en le négociant. Par exemple, le Royaume-Uni, dans les années 90, a négocié un opt-out pour sortir du droit social de l'Union européenne, parce que le Royaume-Uni, on parle du Royaume-Uni, trouvait que ça allait trop loin. Bon. L'Irlande a négocié en disant, bon, moi je suis dans l'Union européenne, mais je ne vais pas rentrer dans Schengen. On peut aussi le faire de manière unilatérale. Mon exemple préféré, c'est la Suède. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais dans les traités européens, le fait d'adopter l'euro en tant que monnaie unique n'est pas une option. Vous êtes membre de l'Union européenne, vous devez tôt ou tard rejoindre l'euro. Sauf, bien sûr, sauf si vous décidez par une option de retrait, moi je ne serai pas dans l'euro. Et donc le cas de la Suède est intéressant, parce qu'il était prévu à plus ou moins long terme qu'à un moment la Suède rentre dans l'euro, et la Suède a fait un truc, et on rejoint la question du référendum que vous évoquiez, madame. La Suède, en 2003, alors qu'elle n'a toujours pas adopté l'euro, annonce, bon ben moi je vais faire un référendum quand même. Et donc la population suédoise est consultée, est-ce que vous voulez qu'on rejoigne l'euro? Non. Et donc là, les autorités suédoises ont fait quelque chose qui est incompréhensible pour nous Français, c'est que comme le peuple a dit non par référendum, eh bien le gouvernement suédois a dit bon bah ok, donc je ne vais pas le faire. Et ils ont donc dit voilà, on ne va pas rejoindre l'euro. La riposte de la Commission européenne a été foudroyante. Ils en ont pris acte. Point. Et la Suède n'est toujours pas dans l'euro. Voilà. Donc, ceci pour dire, on a en réalité plusieurs possibilités. On peut négocier un nouveau traité avec tous les partenaires de l'Union européenne qui serait autre chose que ce qui existe à l'heure actuelle. C'est possible. C'est possible. La preuve, adopter un nouveau traité européen, c'est un truc impossible qu'on fait tous les 5 ans en moyenne. Bah oui, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbonne. En moyenne, on a un nouveau traité européen tous les 5 ans. Donc ceux qui disent on ne peut pas avoir un nouveau traité européen, c'est un truc qu'on fait tous les 5 ans. La preuve que c'est possible. Mais est-il possible d'obtenir un nouveau traité européen pour tous les membres qui nous satisfassent, nous, par rapport au fait qu'on veut sortir de l'austérité, sortir de la marchandisation des services publics, etc., etc. Ça, honnêtement, c'est pas impossible, mais c'est peu probable. Mais voilà, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez faire une option de retrait en disant, voilà, vous pouvez la négocier. Voilà, j'aimerais qu'on discute, il y a des règles que je veux moi arrêter d'appliquer, par exemple, la marchandisation de la santé, au hasard, je prends cet exemple au hasard, ça on arrête. Voilà, on ne le fait plus. Et je voulais juste qu'on en discute avant, négocions ça, bon. Il y a aussi l'option de retrait unilatérale, bon ben ça je sors, ça demain je le fais plus, bonne journée. Oui mais on pourrait, non, je ne discute pas, je le fais. Voilà, je t'en informe. Bon, à la suédoise. Vous savez, les Suédois, c'est foudre de guerre, mais c'est la preuve quand même que c'est pas un truc de dingue. Et puis il y a une quatrième possibilité qui est plus radicale, qui est de dire non mais moi je sors de toute l'Union européenne. Ça c'est l'équivalent du Brexit, qui serait donc un Frexit. Bon. Donc on a toutes ces possibilités-là en réalité pour pouvoir sortir de ce qui ne nous va pas dans la construction européenne. Après, où on s'arrête dans le curseur entre un extrême qui serait en fait on fait rien, on demande de renégocier, on nous dit nine et on se couche, méthode François Hollande, et l'autre extrême c'est on négocie même pas et juste on se casse. Ça c'est le Brexit. Vous savez, ceux qui disent le Brexit prouve qu'on ne peut pas négocier autre chose, c'est faux. Il n'y a pas eu de négociation pour le Brexit. Ils ont juste décidé qu'ils s'en vont. Donc ils ont juste prouvé que l'absence totale de négociation empêche de voir le résultat d'une négociation. Oui, mais ça, c'est de la malissade. Donc, ceci pour vous dire, en réalité, l'éventail complet de ce qui est possible, c'est tout ça. Alors après, si vous voulez, moi je peux vous dire ma préférence personnelle. Je suis moi partisan, mais ça n'engage que moi, je suis moi partisan d'une option de retrait unilatérale. On prend tout ce qui est incompatible avec ce qu'on veut faire et on arrête de l'appliquer unilatéralement du jour au lendemain. C'est simple, c'est clair, c'est rapide et tout le monde s'y retrouve. Voilà. Mais l'honnêteté intellectuelle me commande de vous dire qu'il y a tout cet éventail de façons de s'y prendre qui est possible. C'est quand même très surprenant tout ce que tu nous racontes là. Parce que hormis Jean-Luc Mélenchon qu'on a parlé pendant la campagne, mais aucun politique n'a jamais développé ce type de procédé. Aucun politique, moi jusqu'ici, j'ai jamais entendu un seul politique nous décrire ce que tu viens de nous dire. À savoir que traité par traité, on peut renégocier l'ensemble avec leur accord ou sans leur accord,
Jamais j'ai entendu un politique dire ça dans une conférence ou à la télé. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Durant la campagne, le seul qui a parlé de ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais sinon, aucun politique n'a jamais parlé de ça, qu'un État souverain pouvait renégocier un traité quelconque, et qu'il soit content ou pas, on le fait. Mais rends-toi compte, si demain tout le monde est au courant qu'on peut le faire, t'imagines le bordel pour eux? Parce que leur grand argument en ce moment à tous, c'est de dire « Ah mais j'adorerais faire ça, mais c'est l'Europe, cette salope, et on peut rien faire. » C'est comme ça qu'ils font. Et donc, si jamais tu diffuses dans la population l'information sur laquelle la désobéissance unilatérale est légale, si ça se trouve, les gens vont faire des trucs de dingue, mettre des gilets jaunes. Enfin, c'est d'autant plus important. Justement, c'est d'autant plus important. Moi, je suppose que je suis pas le seul à rejoindre les gilets jaunes quotidiennement presque. Et ça, c'est un débat qu'on a souvent parce que malheureusement, l'extrême droite, ils sont systématiquement, ouais, c'est à cause de l'Europe, machin. Des Arabes. Ou des Arabes, oui, si tu veux. Les deux sont pas incompatibles. Tu sais, tu peux faire partie des deux. Non, ça les gêne pas, donc ils sont pas à sa prête. Mais toujours est-il que là, non, mais ça c'est un débat qui est sérieux et jamais j'ai entendu parler de ça. Ouais. On n'entend parler de rien. Tous les gens qui écoutent la radio et la télé. Bah ouais, non mais attends, non mais les merdias, tous les jours, ils balancent des saloperies. Enfin, on le sait. Non mais la communication au niveau des médias simples qu'on voit à la télé, on sait tous qu'ils nous racontent que du baratin. Mais il y a quand même des des politiques un peu qui sonnent d'une part ou d'autre, qui sont quelquefois dissonantes. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, on aurait quand même pu voir au moins un politique, à part Jean-Luc Mélenchon, dire on peut renégocier les traités européens. Et jamais ça a été fait. Et quand Jean-Luc en a parlé pendant les élections, enfin pendant la campagne, la plupart des politiques l'ont quasiment fait passer pour un fou. Alors qu'en réalité, on peut tous le faire sans exception. Disons que les médias... parce que ça existe déjà. Non, les politiques, dans les débats, les politiques faisaient passer Jean-Luc Mélenchon pour un taré. Quand il parlait de renégocier La force des médias. La force des médias. Oui, non, mais ça... Il faut dire aux gens... Une illustration, il y a eu ce psychodrame. Est-ce qu'on sort de la Grèce de l'euro? C'était pas possible. C'était pas possible. Le traité de Lisbonne exige l'unanimité pour sortir un des pays de l'euro. Si la Grèce votait non, elle ne pouvait pas sortir. Non, elle pouvait, sortir, mais les autres ne pouvaient pas l'expulser. Pas l'exclure. Vous pouvez pas l'exclure. Qui l'a dit? Quelle presse l'a dit? Enfin, je veux dire, effectivement, ça a été complètement, y compris Varoufakis et Tsipras. Comme avait fait De Gaulle, la procédure de la chaise vide. La politique de la chaise vide, donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut utiliser la politique de la chaise vide pour obtenir ce qu'on voudrait dans la construction européenne? Alors, on peut toujours tenter de le faire, mais à l'époque où le général de Gaulle le fait, l'Union européenne, c'est à l'époque la Communauté économique européenne, c'est 6 membres. Et donc, parmi lesquels, c'est pas pour être désagréable, mais à l'époque, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie et quelques confettis. Pardon, mais en termes de poids économique, pour l'époque. C'était France, donc un gros truc, l'Allemagne, gros truc, l'Italie, gros truc, de taille économique à peu près équivalente, à la louche, et puis le Benelux, qui est quand même plus modeste, même compté tous ensemble. Et donc à l'époque, quand la France dit, bon ben voilà, je ne participe plus à rien, et en plus à l'époque il fallait l'unanimité pour tout, tout est bloqué tout de suite. À l'heure actuelle, avec une Union européenne à une petite trentaine de membres, un peu moins, et une situation dans laquelle beaucoup de choses peuvent être décidées à la majorité plus ou moins, majorité simple, majorité qualifiée, etc. En fait, le pouvoir de blocage d'un pays, quand bien même ce serait la France, par la politique de la chaise vide, est en réalité assez faible. Donc, c'est pour ça que, en plus, à titre personnel, je ne suis pas partisan de situations qui traîneraient en longueur dans un climat d'incertitude, qui permettrait à un certain nombre de spéculateurs financiers de se faire des fortunes en jouant au yo-yo avec les courbes spéculatives boursières
pendant qu'il y aurait cette période d'incertitude. Raison pour laquelle, moi, je suis partisan d'une façon de s'y prendre dans notre stratégie face à l'Union européenne qui soit la plus rapide possible du moment qu'elle nous fait atteindre nos objectifs. Et à partir du moment où nos objectifs, là je parle uniquement des objectifs dont on parle ce soir, il y en a d'autres, mais si ce dont on parle ce soir, c'est on arrête l'austérité obligatoire, on arrête la marchandisation des services publics, on arrête la précarisation systématique de tout le monde, que vous soyez fonctionnaire, salarié du privé, contractuel, etc. Tout le monde est précarisé en ce moment, de plus en plus, on l'a vu. On a même ressuscité l'ouvrier payé à la tâche, pardon, l'autre entrepreneur, c'est un machin de la fin du 19e siècle. Bon. Voilà, on est dans un grand bond en arrière, puisque le fait d'avoir plusieurs compagnies de chemin de fer sur le réseau de chemin de fer, en fait, c'est un retour à avant la SNCF, c'est un retour à avant les années 30. 47. Voilà, un peu, ça commence un peu avant. C'est mis sur les rails, pardon, c'est un jeu de mots involontaire. Oui, non, mais il y a les réseaux, effectivement. Il y a les réseaux, et puis il y a les exploitants, on est d'accord. Et donc, si c'est de ça qu'on parle, d'arrêter cela, il me semble, à moi, que la façon de faire à la fois la plus efficace, la plus rapide et surtout la plus incertaine, en termes de période d'incertitude politique qui durerait 10 jours, une semaine, 3 semaines, un mois, etc. Parce que ça a coûté très cher à la Grèce, les mois d'incertitude, des négociations, des trucs. Ça leur a rien que ça, ne pas savoir ce qui va se passer. Quand vous avez une situation d'incertitude décisionnelle politique, à l'échelle d'un État, d'une organisation internationale, etc., c'est la fête sur les marchés financiers. Parce que là, vous pouvez avoir des positions spéculatives dans tous les sens, c'est le casino. Raison pour laquelle, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on fasse quelque chose qui est effectif le jour même, c'est-à-dire l'option de retrait unilatérale sur tout ce qui est incompatible avec ce que vous voulez faire. Alors, c'est une option de retrait assez généreuse, je ne pouvais pas vous mentir. Mais, voilà, c'est une belle bête. Mais il n'y a pas d'autre moyen, à mon avis, de garantir un résultat immédiat qui est d'arrêter ces politiques qui nous épuisent tous. Moi, je voudrais parler des conséquences de la suppression des services publics pour le client. Est-ce que tu veux parler du client ? C'est pas moi qui parle. Oui, c'est vrai. Et parce que bon, ce serait dommage qu'on se quitte sans parler des conséquences que ça peut avoir sur les patients. Et je vais le faire sous forme d'une petite histoire que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 2 mois. Et donc, je me présente chez le médecin qui me dit écoutez, monsieur, pas de problème, il faut vous hospitaliser. Bon, vous avez le choix entre Brest, j'habite Pélénon, vous avez le choix entre Brest et Rennes. Moi, parce que Brest, c'est au bord de la mer. Donc j'opte pour ça. Ok, je prends rendez-vous, elle téléphone au médecin, et j'obtiens un rendez-vous à peu près 2 mois plus tard. Et là, j'arrive dans un superbe établissement, et là, je me rends compte que c'est une clinique. Si j'avais su, avec les idées que j'ai sur le service public, j'aurais demandé autre chose. Mais enfin, bon, bref, il était trop tard, vu les délais pour avoir un rendez-vous. Et là, je rentre au secrétariat, la première chose qu'on me dit, c'est, voilà, monsieur, vous signez là, et puis vous faites un chèque de 300 €, c'est le dépassement d'honoraires. Les bras m'en tombent. Et donc, je fais le chèque de 300 €. Et je me dis, mais heureusement, j'espère que ma mutuelle, un complémentaire santé si cher, va m'aider. Et donc, je passe donc en consultation chez le chirurgien, qui lui me dit, bon, vous avez ça, ça et ça, je vous propose ça, ça fait 85 €. Bon, moi, je me dis toujours, j'espère que la mutuelle... et me voilà de retour avec chez moi, et donc de Brest, ça fait quand même plus de 100 bornes, 100 bornes aller-retour, à 50 centimes, c'est le frais... je vous parle de ça parce que l'éloignement et la désertification médicale, ça rentre là-dedans aussi. Donc, et donc 2 jours après, j'ai un rendez-vous ce coup-là chez l'anesthésiste. On blablate 5 minutes et il me dit problème, 50 €. Bon, ok. Alors, et je rentre chez moi et j'attends comme ça quelques temps pour avoir le rendez-vous et j'obtiens. Donc, je vais me faire hospitaliser.
Et j'arrive donc chez cette personne qui m'accueille, là, une secrétaire, et qui me tend la main en me disant ça fait 30 €. Et alors je sais pas, je pensais que c'était pour les frais de dossier sans doute, ou pour ses primes de fin d'année. Hein, c'est Gétrel, sans doute, parce qu'on n'était pas loin, c'est vrai. Et donc on m'hospitalise, ça y est, me voilà endormi avec une buveuse. Pour le coup, c'était très agréable, hein, parce que j'en garde un bon souvenir, à part le côté financier. Et donc là, je rentre chez moi parce que le médecin, j'avais oublié de vous dire, me prescrit un médicament pour ensuite me faire une infiltration, là où j'ai été opéré, là. Et donc, quand je vais chez le pharmacien, elle me dit c'est 50 €. Ah bon? Ah oui, parce que ce médicament-là, cette potion n'est pas remboursée par la sécurité sociale, et là, pour le coup, pas par les mutuelles non plus. Ah, bon, là, je tombe de haut, là, ce coup-ci, ça commence à faire cher. Bon, et puis, je fais le compte, il va falloir que je retourne là-bas, donc, pour une infiltration, donc ça fera 3 fois. 3 fois, sans compter le coût de l'hospitalisation, parce que là, pour le coup, j'ai quand même l'autorisation d'utiliser une ambulance jusqu'à présent. Parce que je crois que cette histoire d'article 80, là, ça va rendre les choses un petit peu plus compliquées. Mais bon, par économie pour la sécurité sociale, j'ai préféré y aller en voiture, c'est mon épouse qui m'a emmené. Et donc, j'y retournerai une 3e fois. Et donc, quand je fais le compte de tout ce que cela va me coûter, j'en suis aux environs de 700 €. Et ils ont quand même réfléchi, parce qu'ils auraient pu faire des Mandeline avec sur l'ordonnance. Un peu. C'est pas remboursé par la santé. Mais ouais, si ça n'avait pas été remboursé, j'aurais dû arrêter les frais. Et donc 700 €. Alors je me pose la question, pour mon cas personnel, comme dit l'autre, j'ai une bonne mutuelle, oui bon, ben, j'ai pu me la payer, mais dans d'autres cas, ces pauvres gens qui n'ont même pas le moyen de se payer une mutuelle, eh ben, ils traînent leurs pattes jusqu'à la fin de leur jour et ils renoncent. Moi, je voulais tirer la sonnette d'alarme à propos de situations où on est encore plus vulnérable que vulnérable, c'est-à-dire les cas d'urgence. Les cas d'urgence à domicile ou sur la voie publique, mais plutôt à domicile. Donc arrêt cardiaque, AVC. Alors j'aime bien la publicité de l'ARS qui dit si vous avez un mal de tête ou si vous avez une douleur qui dure plus d'1 quart d'heure, appelez le SAMU. Donc de beau quand on appelle le SAMU, et c'est le cas que j'ai eu avec une amie proche. Elle a fait un AVC ischémique, et je ne dis pas un accident ischémique transitoire, je dis bien un AVC. Donc elle est tombée de nez dans son assiette, elle n'arrivait plus à parler, bras et jambes complètement assentis. Sa fille appelle le SAMU. Privée. Alors il faut savoir aussi que cette copine, elle a moins de 60 ans, donc elle est jeune, ça ferait plus de 60 ans, mais vieux. Et elle a des antécédents cardiaques majeurs, puisque depuis 20 ans, elle a un défibrillateur implanté. Donc c'est pas anodin. Sa fille rappelle le SAMU. Quoi? Vous m'envoyez une ambulance privée qui était perdue au milieu de nulle part, en plus. Le GPS ne fonctionnait pas. Eh bien, ils l'ont envoyé. Le SAMU a répondu on n'envoie le SAMU que dans certains cas. Et ils l'ont renvoyé à l'hôpital de Lannion, qui heureusement était prévenu, non perfusée, telle qu'elle. Alors, chance pour elle, elle s'en est très bien sortie. Donc, téléthrombolyse, c'est-à-dire que c'était fait avec Saint-Brieuc, et ensuite transfert à Brest pour une thrombectomie. Donc, c'était pas anodin, ça nécessitait un SAMU. Alors moi, là où je veux tirer la sonnette d'alarme, c'est que le SAMU a des problèmes. Ils n'ont plus d'urgentistes, ils n'ont plus de moyens, ils sont obligés d'avoir des contrats avec des ambulances privées pour
faire intervenir à domicile, c'est ce qu'on m'a répondu aussi quand j'avais fait appel au SAMU pour un malaise dans un restaurant. Mais à côté de ça, j'ai posé la question aux pompiers, et donc là j'interpelle le gars de la CGT, puisqu'il y a un tract CGT pompier qui est passé, que j'ai lu. Les ambulances privées n'ont pas la même formation que les pompiers. La rigueur de la formation continue chez les pompiers n'est pas... On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Par contre, la formation des ambulanciers privés, vu qu'ils ont les grosses boîtes qu'on a sur le Trégor, leur but c'est de faire de l'argent, souvent au détriment des hôpitaux, très souvent au détriment de la sécurité sociale, la formation n'est pas la même. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les ambulances privées, ils ne sont que deux. Quand vous avez quelqu'un qui fait un gros malaise, je ne sais pas comment très bien on peut faire si le patient fait un arrêt cardiaque. Je ne sais pas comment on fait pour faire à la fois un massage cardiaque et intervenir auprès du SAMU pour appeler. Moi, je l'ai fait, j'ai fait 10 ans de secourisme. Je sais comment ça fonctionne. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que les pompiers qui peuvent intervenir à domicile, j'ai posé la question à la petite volontaire qui est venue me distribuer son calendrier, là, il y a 3 jours. Ils ont aussi des problèmes. Ils sont payés par les conseils départementaux. Et dans le viseur, ils coûtent trop cher. Donc, on veut les faire passer, eux aussi, en intervention primaire, non plus à 3, c'est-à-dire un chauffeur et 2 pompiers, on veut les faire passer à 2. Ça, c'est déjà au niveau du VSAV, mais aussi, on veut supprimer les lignes de présence la nuit, et qu'il n'y aurait plus que des astreintes à domicile, avec un maximum de 7 minutes pour être au rendez-vous à la caserne. Donc je ne sais pas comment on peut faire matériellement, logiquement, pour rester en vie. Alors ça va faire de la sélection naturelle, hein. Il y aura moins de monde dans les EHPAD, ça coûtera moins cher, tous les vieux ils seront à dégager, donc voilà, c'est peut-être la solution. Oui, bien sûr. C'est peut-être caché, hein. Mais moi je vous conseille juste quelque chose, allez tous passer vos premiers gestes de secours et réactualiser tous les ans. Au moins vous pourrez peut-être sauver une vie. On a une collègue insoumise du Morbihan qui a eu un petit souci de santé dernièrement. Et elle a écrit à Madame la Ministre de la Santé. Donc si elle a un témoignage, je vous lis sa lettre. Madame la Ministre, j'ai 75 ans. Suite à une récente hospitalisation du vendredi 30 novembre au mardi 4 décembre à l'hôpital de Vannes pour un AVC. Je suis resté au service des urgences de 9h à 23h, donc 14h, sur un brancard, en attente d'une chambre et d'un médecin. Je n'écris pas pour me plaindre, mais pour vous faire part de ma colère, car pendant tout ce temps, j'ai vu un personnel dévoué et compétent travaillant dans des conditions inacceptables, avec des journées de 12 heures et avec un stress ressenti par les patients. Il est intolérable de voir cela, au XXIe siècle, dans un pays civilisé. Nous exigeons, en tant que citoyens, de remettre davantage d'humanité au sein de ce service public. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez accepter, Madame la Ministre, mes sincères salutations distinguées. Voilà, c'est le témoignage d'une insoumise du Morbihan. Oui, alors moi je vais parler un petit peu dans l'autre sens, mettre en avant un petit peu justement ces ouvrières de santé et ces ouvrières qualifiées de santé qui sont les aides-soignantes et les infirmières. Alors oui, Thomas, tu parlais un petit peu de la culpabilité qu'on avait depuis un moment.
c'est vrai qu'on se sentait vraiment coupable de ne pas faire les soins comme on voulait qu'ils soient. Et non seulement parce que on n'a pas fait cette formation-là pour ça. Et donc voilà, quoi, on se presse pour faire le travail comme il faut. On nous dit, il n'y a pas de poste, on fait 2 secteurs, on en fait un de plus que ce qu'on devrait faire normalement. Et puis l'autre jour, on a été à Lorient avec Serge pour soutenir donc les soignants qui étaient en grève, parce que voilà, maintenant on met en place des procédures dégradées. Alors les procédures dégradées, c'est-à-dire que quand il y a un soignant en moins pour arrêt maladie ou autre chose, eh bien avec l'accord, et ils savent bien ça, les cadres, les directeurs d'hôpitaux sont au courant de ce genre de procédure, c'est-à-dire que on fait pas les toilettes, on va pas faire la toilette complète, on va faire que la toilette intime, ou alors on va pas les habiller, ou alors on va se presser pour leur donner à manger, on va décaler un petit peu les horaires. Donc ça, ce sont des procédures dégradées. Mais donc c'est une forme de pression qu'on met sur les soignants pour exercer leur profession. Et je me souviens de Madame Buzyn, qui, quand elle était venue à Saint-Malo, qui avait dit oh, c'est pas une question de manque de personnel, le problème dans les EHPAD. Vous voyez, c'est une question de managériat. Donc voilà, on met la pression sur les directeurs qui doivent suivre, bien sûr, toutes les directives qu'on leur donne au plus haut, à l'ARS, même avec l'État. Mais ils mettent la pression sur ces soignants-là qui appliquent ces procédures dégradées. Donc comme à Lorient, où elles ont été punies, puisqu'elles ont elles ont fait office de procédure disciplinaire. Elles ont été même accusées de maltraitance. Donc voilà où on en est, quoi. Dans cette pression qui est là dans notre quotidien, chaque jour. Et bon, voilà, quoi. Donc on se bat, et cette culpabilité qu'on a, on l'a un petit peu moins. Ça a été un peu mis en lumière, c'est vrai. Ça fait du bien d'avoir une aide-soignante à l'Assemblée nationale qui nous a mis un petit peu en lumière. Et voilà, quoi. Bon, on commence à se battre, mais c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Merci à tous. Merci à tous parce que on a tenu ce qu'on avait l'intention de faire, c'est-à-dire une discussion ouverte, où tous ceux qui ont voulu prendre la parole ont pu le faire, ou tous ceux qui ont voulu prendre la parole plusieurs fois ont pu le faire. Et vous aurez remarqué qu'en fonctionnant de cette façon-là, on obtient un instantané de la situation, aussi bien sur le diagnostic que sur ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait surtout arrêter de faire, qui est plus fin et puis moins techno, plus humain aussi, que quand on est dans un truc avec les estrades, les trucs, etc. Donc merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice et ce qui a permis qu'on fasse ça tous ensemble. Et puis il n'y a pas de conclusion parce que le combat continue. Je vous remercie.